Et c'est maintenant l'heure de parler de littérature. On va retrouver Célia Sadaï de la revue Africulture. Bonsoir Célia. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous avez lu pour nous le dernier ouvrage de l'ancien footballeur Lilian Thuram, La pensée blanche. C'est paru aux éditions Philippe Ray. Peut-être une première question toute simple, Célia, la pensée blanche, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la pensée blanche, il lui a fallu plus de 300 pages pour expliquer ce que c'est. Donc je vais essayer de le faire en 1 minute. En gros, la pensée blanche, c'est pas la pensée des Blancs. Donc ça, c'est très important de le préciser dès le départ. Donc l'histoire, elle est liée à l'histoire de Lilian Thuram. Lilian Thuram arrive de Guadeloupe à 9 ans. Il rentre à l'école en France, donc il arrive en France. Il rentre à l'école en France et partout on le traite de sale noir. Et lui, en fait, sa réaction, c'est de se poser, mais la question de pourquoi, en fait, qu'est-ce qui leur permet de penser qu'ils sont supérieurs à moi? Pourquoi m'avoir infériorisé à eux? Et finalement, c'est le travail de toute une vie, la pensée blanche. Il va se nourrir énormément de lectures, la bibliographie est immense. Et il va montrer en fait comment la pensée blanche, c'est un ensemble de discours intellectuels, politiques, scientifiques, économiques, culturels, qui vont tous placer l'homme blanc au centre du monde et tout en haut de la hiérarchie de l'espèce humaine. Donc, une fois qu'il a présenté cette idée-là, il va inviter le lecteur à déplacer à chaque fois son point de vue. Donc, en gros, en déconstruisant les savoirs qui sont issus de la pensée blanche. Par exemple, les cartographies. La carte du monde, en tout cas, telle qu'on l'a en France, c'est toujours l'Europe qui est au centre du monde. Parce que les cartes ont été conçues par des navigateurs blancs qui se sont pensés eux-mêmes au centre du monde. Donc il y a toujours ce travail d'aller-retour ou sur l'esclavage, en fait. Pourquoi on enseigne l'esclavage tel qu'on l'a enseigné sans jamais prendre en compte la parole des esclaves qui n'a pas été collectée. Vous voyez ? C'est un travail de décentrage du regard. Alors le sous-titre de ce livre, c'est « On ne naît pas blanc ». On le devient, on le voit là dans le plasma. Pourquoi cette référence ? Alors, on ne naît pas blanc, on le devient. De la même façon, en fait, Lilian Thuram dit qu'on ne naît pas raciste, on le devient. Et c'est bien là l'importance de dire qu'en fait, on n'est pas en train de parler d'une pigmentation de couleur de peau. En fait, la pensée blanche et être blanc, c'est une couleur sociale, c'est une identité sociale, c'est de la construction sociale. Et c'est une construction qui est liée à la domination du monde. Donc, en fait, on peut être une personne noire et blanche à la fois. Et avoir ou adopter une pensée blanche. Exactement. Alors, c'est un livre, il faut le dire quand même, qui n'a pas forcément été bien reçu dans tous les milieux en France. Certains ont même dit que Lilian Thuram développait lui-même une pensée racialiste, voire raciste. Finalement, qu'il accusait un petit peu tous les blancs, tout blanc d'être un raciste qui s'ignore. Est-ce que c'est un livre qui participe à une polémique comme on les a en ce moment beaucoup en France sur la question des races? Ou au contraire, est-ce que c'est un livre qui permet de renouer un dialogue, d'ériger des ponts finalement entre les différentes communautés? Oui, moi je crois que c'est un livre qui brise le tabou sur la question de la domination blanche. Et je pense que c'est un livre qui invite à dialoguer déjà avec soi-même en fait, à interroger la part de pensée blanche et de domination qu'on porte en soi, et quel que soit qu'on soit non blanc ou blanc. Et il n'est en aucun cas question de la race biologique dans le livre, évidemment. Alors il y a aussi beaucoup de termes, de vocabulaire qui participe un petit peu au fait que ces questions-là, on se retrouve très vite dans un dialogue de sourds, comme par exemple le racisme systémique, racisme d'État, racisme institutionnel, personnes racisées, qui crispent un petit peu le débat. Est-ce que dans ce livre, il y a en quelque sorte une explication de texte? Oui, absolument, en particulier sur la question du racisme d'État et du racisme institutionnel, qui l'oppose. En gros, le racisme d'État pour Thuram, c'est un racisme un État en fait qui promeut des lois racistes, qui établit des lois racistes, ce qui n'est plus le cas de la France. Il y a eu le code de l'indigénat, il y a eu le code noir, tout ça n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, il y a un racisme institutionnel et il donne à titre d'exemple le discours de Dakar de Sarkozy de 2007. Donc c'est un racisme institutionnel parce qu'il est défendu par les institutions républicaines, alors jamais directement, mais par exemple en désirant montrer le rôle positif de la colonisation. Vous voyez, donc en fait, il existe dans les strates des institutions. Dans la police, aujourd'hui, la police, elle est héritée de la police coloniale, on le sait. On sait qu'il faut repenser ce modèle. Et c'est tout ça qui va pointer. Mais moi, je le trouve très modéré à une heure, finalement, où on parle beaucoup de racisme d'État. Alors, peut-être en quelques mots, cette question finalement sur les races a engendré beaucoup de livres en France en 2020. Si vous aviez un top 3 de vos livres qui ont parlé de cette question, pour ceux qui souhaitent lire encore un peu plus. Alors, c'est facile de répondre à cette question. J'en ai parlé ici sur le plateau. Il y a le petit manifeste antiraciste et féministe de l'afro-brésilienne Jamila Ribeiro. Il y a le très beau livre autobiographique de Mabula Soumahoro, l'universitaire Mabula Soumahoro, Le Triangle et l'Hexagone.
l'Hexagone. Et pour terminer, l'excellent roman de Faiza Aguène, La transmission. La discrétion. La discrétion. Merci beaucoup Célia de la revue Africulture pour le dernier essai de Lilian Thuram, La pensée blanche aux éditions Philippe Ray.